Bonjour, soyez les bienvenus sur ITW, c'est Rendez-vous avec. Aujourd'hui, nous sommes j'allais dire au siège, non, c'est à la permanence du Rassemblement national de la Loire. Nous avons rendez-vous avec la conseillère régionale Isabelle Surplis. Nous avons de nombreuses questions à lui poser, évidemment, dans cette période préélectorale, mais on a aussi envie d'en savoir un peu plus sur son parcours. Isabelle Surplis, bonjour. Bonjour Gilles, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Bienvenue donc sur le média ITW dans Rendez-vous avec. Première question toute simple, qu'est-ce qui vous a décidé à faire de la politique et quel est un peu votre parcours? Eh bien écoutez, d'abord je vais me présenter. Donc je suis née dans le Midi, j'ai 37 ans, j'ai la chance d'avoir 4 merveilleux enfants et un merveilleux mari. Donc dans le Midi, je me suis amourachée de la Loire. Et puis donc voilà, il y a presque 15 ans maintenant, j'ai atterri dans la Loire. Et j'ai fait la première campagne, je me souviens de Sophie Robert, qui est conseillère régionale avec moi. Donc voilà, ça, c'était mes premiers pas un peu concrets en politique. Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les questions de société, les grands débats. Et puis, mon père m'a toujours nous a élevés avec mes 3 frères et sœurs dans l'associatif. Donc on s'est toujours beaucoup investi dans la cité. Et voilà, à l'écoute des autres. Donc j'avais envie de m'investir. J'ai la France chevillée au corps. J'aime mon pays. Et voilà, dès ma majorité, j'ai eu le droit d'aller coller et d'aller faire campagne. Donc tout a commencé comme cela. Alors moi, je vais vous proposer aussi de découvrir mon parcours professionnel. En fait, j'ai une licence trilingue, anglais, espagnol, russe. Donc, je fais également de l'éveil à l'anglais en maternelle. J'ai un BTS communication des entreprises. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais donc je suis graphiste depuis plusieurs années. Je fais également beaucoup de musique. Je suis une passionnée. Voilà, je suis chef de chœur depuis 15 ans également. Et donc, quand il me reste un peu de temps, j'aime aussi beaucoup la cuisine. Je crois que mes abonnés le voient. Et c'est vrai que je suis tellement amoureuse de la cuisine française que je partage beaucoup ma passion là-dessus. Et donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je suis conseillère régionale et conseillère municipale. Juste, moi je suis très gourmand. C'est quoi votre plat favori que vous cuisinez? Alors moi, j'ai un quart de sang italien. Bene. C'est les gnocchis maison. D'accord. Donc ça, c'est n'achetez pas de gnocchis dans le commerce industriel, faites-les. Et pour revenir au côté politique, cet engagement politique, il est venu comment justement? Pourquoi le Front National? C'était une évidence ou alors c'est un cheminement? Alors, vous savez, quand j'étais jeune, donc je suis née à Olioul. Il n'y a pas si longtemps. Oui, voilà, jadis, naguère. Je suis née à Olioul. Et vous voyez, j'ai malheureusement été confrontée très tôt aux problèmes que portait notre société. C'est-à-dire que moi, j'étais au collège aux Eucalyptus. Je salue en passant d'ailleurs l'ancien directeur et le maire actuel de la ville d'Olioul. Les Eucalyptus, dites-vous qu'il y a plus de 20 ans, je me faisais tabasser, clairement, à la sortie des cours parce que j'étais blanche et on me traitait de sale chrétienne. Voilà. Il y a 20 ans, un peu plus, je crois que je me rajeunis, mais il y a 20 ans, c'était dans cet état. Voilà. Il y a 20 ans, j'étais plus chez moi. Donc très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements en France, notamment le problème lié à l'immigration et à l'insécurité, le problème des inégalités. Je suis très sensible aussi en termes de social sur l'accès au handicap. Voilà, il y a quand même beaucoup d'inégalités en France et qui ne sont pas forcément celles qu'on veut bien nous revendiquer tous les jours sur les plateaux mainstream. Donc voilà, ça a germé en moi et ce sentiment d'injustice et cette gestion de l'anti-bon sens de la France, moi, me gênait. Et j'avais cette passion de vouloir défendre les Français d'abord. Donc j'ai voulu m'investir en politique. Est-ce qu'on fait une différence entre les Français d'abord et l'humain? Alors, je vois ce que vous voulez me faire dire. Je vais reprendre les propos d'Hervé Juvin qui étaient extrêmement justes il y a quelques jours sur un plateau. Il disait une nation qui ne défend pas les siens, la nation française qui ne défend pas les Français, a-t-elle encore le droit de s'appeler la France? Donc, je paraphrase que Hervé Juvin nous dit ça beaucoup mieux que moi, mais voilà, être français, ce sont des valeurs, vous savez. Oui, d'accord, on est C'est ni une d'accord. couleur, ni... Mais si on ce fait un sont peu pas d'histoire, Oui. les Français,
c'est un peuple qui a tout le temps été en mutation. Bien sûr. Alors, vous allez dire à quelqu'un qui est là depuis 3-4 générations, Une d'origine terre espagnole, d'accueil. qu'il n'est pas français, un Italien pareil, quelqu'un qui vient de Pologne pareil. Alors attendez, j'ai un quart de sang italien, donc je Quelqu'un me permets. qui a des arrière-grands-parents qui ont été au fond de la mine française, on va lui dire qu'il n'est Vous pas voyez, français aussi. quand on est arrivé à un stade On est européens en plus tous maintenant. Donc on va reprendre les choses, parce que vous avez évoqué beaucoup de choses. Alors être français, sont d'abord des valeurs. Voilà, c'est une histoire, c'est une culture. À partir du moment où on refuse d'épouser la culture et les racines d'un pays qui vous fait l'immense chance d'être une terre d'accueil, ce n'est pas possible. Et il y a aussi une question de quantité, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de régler sur notre sol national et de réduire la pauvreté et le chômage, qu'est-ce qu'on promet en fait à ces gens-là? Vous voyez, je prends toujours l'exemple de la porte de la Chapelle, par exemple à Paris. Est-ce que c'est digne de faire venir les gens puis de leur promettre de s'entasser de manière indigne, de manière impropre, insalubre, et finalement de leur promettre un Eldorado qui n'existe pas en France? Donc le bon sens veut qu'une nation s'occupe d'abord des siens, ensuite des autres. On est d'accord, mais j'ai pas l'impression que c'est la France qui les fait venir. C'est le climat actuel qui fait qu'il y a des mouvements de population. Oui, vous avez raison. Et puis, il y a surtout beaucoup d'infrastructures qui sont financées par et la gauche et la droite. Hein. Ça, on a pu le voir, par exemple, je vais vous citer quelques exemples, SOS Méditerranée. Puis, au niveau régional, on a Wauquiez qui finance le Forum Réfugiés COSI. Alors, ces gens-là sont responsables de ce qu'on appelle la traite de l'être humain. C'est-à-dire que ces gens-là, que l'on finance avec l'argent, avec votre argent, hein, avec l'argent du contribuable, ces gens-là font croire, et ce sont des véritables pompes aspirantes, ces associations, parce qu'ils font croire aux étrangers qui fuient si vous voulez, une pauvreté économique, qui ne fuient même pas la guerre, mais ils leur font croire qu'ici, ça sera mieux, alors qu'on a des Français, aujourd'hui, qui vivent moins bien que certains réfugiés qui sont accueillis dans des Formule 1 et à qui on donne tout, finalement. Mais avant tout, c'est pas un problème économique, parce que quand je vois des étrangers, des sans-papiers qui travaillent à des taux tellement bas que ça fait honte presque, comment on peut régler ce problème? Parce que j'ai vu un reportage récemment sur l'Italie, où une région, ils sont envahis, si je peux dire ce mot, par une population étrangère, mais finalement, c'est les mêmes patrons qui disent qu'il y a trop d'étrangers et qui sont très contents de les payer à un tarif plus bas que les vrais Italiens. Quelle est la solution? Elle est économique? Et j'ai envie de dire que ça fait longtemps que Marine Le Pen le recommande. Si vous voulez, à partir du moment où on a une pression fiscale, un impôt qui assomme nos dirigeants, nos entrepreneurs, même les artisans, même les TPE, même les PME, à partir du moment où vous assommez ces gens-là d'impôts, bien sûr qu'ils vont préférer de la main-d'œuvre étrangère car elle est moins chère. La solution, ça a toujours été la même, c'est de baisser cet impôt qui pèse sur les épaules de ceux qui produisent et qui font la richesse de notre pays pour relancer la productivité. C'est le seul outil et il est très simple, c'est juste une question, on va dire, de volonté politique. Mais si on baisse les impôts, on n'entretient plus les routes. Vous allez me dire, c'est un peu ce qui se passe. On fait moins de lits d'hôpitaux, on fait moins d'écoles, on fait moins de... C'est pas vrai, parce que vous voyez cette fuite, on a encore une entreprise dans la Loire qui sera revendue. Laquelle? En Allemagne, et dont le nom m'échappe. Fleuron de l'industrie, voilà, on a encore une entreprise qui fuit vers l'Allemagne qui est rachetée. Est-ce que vous trouvez ça normal en fait qu'on perde notre savoir-faire? Avant c'était Vernet Caron, avant c'était le textile, c'était Duralex, c'est fini tout ça. Oui, mais on vous répondra que le monde a changé. Et la deuxième chose... nous avons perdu. Nous avons perdu. Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu des gouvernements de droite, j'allais dire de gauche, mais je ne les ai pas vraiment vus de gauche. Oui, que la droite et la gauche ont commis les mêmes erreurs économiques. Et on a l'impression, et c'est d'ailleurs pour ça que les sondages sont tels qu'ils sont aujourd'hui, on a l'impression que ça a toujours été la même politique finalement. On a surtout des européistes forcenés qui ne voient pas plus loin que le bout de leur intérêt personnel et de leur précaré. Donc si vous voulez, il est évident qu'un Bruno Le Maire, je ne lui fais aucune confiance. Déjà, vu d'où il vient, et pour avoir fait un revirement à 180 degrés de cette manière, et surtout, je ne lui fais aucune confiance pour aider nos entreprises. Parce que l'URSSAF, je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écoutent, l'URSSAF tombe toujours, toujours ponctionné. Justement, on est dans la politique nationale.
Première question, c'est quelle est la différence entre RN, Rassemblement National, et anciennement Front National? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est des Jean-Paul Garot, c'est des Andrea Cotarac, ce sont des Thierry Mariani qui nous ont rejoints. Donc Marine Le Pen, si vous voulez, en changeant le nom et en y mettant ce mot un peu clé, complètement stratégique de rassemblement, prouve et montre sa volonté. Elle l'a montré sur BFM l'autre soir brillamment, cette volonté de rassembler pour gagner, puisque c'est la dernière marche, il nous reste 1 an pour convaincre, et c'est la dernière marche, rassembler pour pouvoir briser ce plafond de verre qui n'existe plus vraiment, et pouvoir remporter les élections présidentielles. Donc Rassemblement National, parce que effectivement, on peut le voir au niveau régional, nous avons rassemblé. Alors, on l'entend de plus en plus, hein. Marine Le Pen, elle dit qu'elle peut gagner. Je ne vais pas la contredire parce qu'autour de moi, et quand on discute avec les gens, c'est vrai que ce fameux plafond de verre dont vous parliez, il n'existe plus. On a même l'impression aujourd'hui que des gens de la France insoumise seraient presque prêts à voter au 2e tour pour Marine Le Pen. Comment vous voyez ça, vous, ancré dans le Front National, dans le Rassemblement National? Oui, on garde les habitudes. Oui, non, mais je vous rassure. Eh bien, comment je vois cela? En politique, rien n'est jamais écrit, donc il ne faut pas faire de plan sur la comète, et d'ailleurs, elle le dit également. Il nous reste 1 an à convaincre, avec un bilan d'Emmanuel Macron qui est catastrophique. Et il faut arrêter de tout mettre sur le dos du coronavirus, finalement. C'est une gestion européiste, liberticide et catastrophique au niveau migratoire et sécuritaire. Ça, ce n'est presque plus à prouver, si vous voulez. Maintenant, elle est en train de montrer, là, petit à petit. Elle a annoncé que Jean-Paul Garot sera son ministre de la Justice quand elle sera présidente de la République. Voilà, donc vous voyez, très sereinement, très tranquillement, on avance en présentant un gouvernement qui tient la route et pas en faisant n'importe quoi et en annonçant... Justement, très concrètement, j'ai 2 questions au niveau de la Constitution, on va dire. Marine Le Pen est élue présidente. Comment elle fait pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale? J'ai entendu qu'elle parlait d'un large rassemblement, une équipe de Rassemblement National. Ça, c'est la première chose, comment elle fait pour avoir une majorité. Et la deuxième chose, j'ai l'impression que les Français, chaque fois, ils ont été déçus. Et j'ai l'impression que Marine Le Pen, c'est la dernière marche. Donc si elle gagne et qu'elle déçoit aussi les Français, on s'apprête à quoi? On s'apprête à quoi? Une révolution, une guerre civile? On s'apprête non, alors... Parce que je pense qu'elle aussi, elle va être au pouvoir, elle va être bien différente si elle est au pouvoir. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Oui. Je vous ai fait un lot. Alors, comment elle fait pour avoir sa majorité? Elle aura sa majorité. Ce qu'elle va faire aussi... Oui, mais elle l'aura, mais comment? Il faut avoir 200 et quelques députés. Oui, mais vous oubliez aussi la proportionnelle intégrale, parce qu'elle est complètement injuste, cette absence de proportionnelle. Elle n'existe pas pour l'instant. Non, elle n'existe pas, mais ce sera peut-être le premier acte politique posé par Marine Le Pen. Alors, pour ça, je ne peux pas prévaloir de ce qu'elle fera techniquement, c'est un peu au compliqué, lendemain. Hein. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Non, mais après, il y a les législatives. Donc, vous savez toujours que quand on est dans la dynamique d'une élection nationale... c'est quand même pas tout à fait pareil. Vous allez avoir après, je vous trouve... un fort rejet. Là, voilà, vous êtes un peu pressé parce que vous voudriez qu'on écrive un peu l'histoire. Et puis j'ai dit la même chose pour Macron. J'avais dit qu'il n'aura jamais de majorité. Donc, vous voyez, oui, non, mais bien sûr. On nous a souvent dit qu'on n'accéderait jamais au pouvoir. Donc, vous savez, je pense qu'il y aura peut-être aussi une dynamique. Il y aura sûrement de toute façon, c'est la logique. Une dynamique, mais voilà, ça sera logique qu'elle ait sa majorité. Ça va arriver de toute façon. On fait tout pour de toute façon. Voilà, non, mais c'est la réalité. Ils font tout pour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que si elle est présidente de la République, elle aura sa majorité. Enfin, je ne vois pas comment cela pourrait être autrement. Votre deuxième question... Ça, c'est pas sûr. Donc, votre deuxième question, c'était risque-t-elle de décevoir? Alors, pardon, mais ça fait maintenant des années et des années. Moi, c'est marrant parce que j'ai toujours fait campagne sur le terrain comme ça en disant, écoutez, vous avez essayé la gauche, vous avez essayé la droite. Quel risque courez-vous à essayer quelque chose que vous n'avez jamais, concrètement, jamais essayé? Donc, et souvent, les gens sont d'accord avec cela. Quand vous me dites, dans votre deuxième question, en troisième partie, guerre civile, machin. Alors, c'est toujours un peu le fanion qu'on agite, un peu comme un petit drapeau rouge devant un taureau pour exciter les gens. Mais vous savez, la France est déjà largement ensanglantée. Largement incendiée. Je crois que vous en avez fait les frais vous-même. Je pense que ça ne fonctionne plus d'agiter cette peur, de surfer sur les peurs, parce que c'est vraiment
ce que font nos adversaires politiques, de dire si jamais Marine Le Pen passe, c'est le nazisme et ça sera la guerre civile. Non, mais c'était pas ça la question. C'était le fait on se rend bien compte que tous ceux qui gagnent les élections déçoivent après. Eh bien, moi, je vous invite à regarder dans les municipalités. Voilà, regardez ce que l'on fait dans les municipalités au niveau local, ce que l'on dit, on le fait. Voyez, et je vais même prendre un tout petit exemple à mon échelle extrêmement modeste avec Raphaël Baccaglioni à Saint-Chamond. Ce que nous avons proposé dans notre programme, nous arrivons à le faire passer même dans l'opposition. On avait promis que les conseils municipaux seraient filmés. On a tellement mis de la pression sur le maire qu'il a fini par lancer un appel d'offres et pour pouvoir faire filmer le conseil municipal. Il s'est rendu compte que effectivement, il vivait dans une autre, sur une autre planète et dans une autre époque. On a promis, ça je vous le donne un peu en avance, mais les motards étaient furieux sur l'état des routes dans la ville. On a demandé au maire de faire changer les coussins berlinois. Il l'a changé. Alors évidemment, il ne va pas se vanter de dire que c'est grâce au Rassemblement national. Mais voilà, on met des petites pierres, on fait notre travail. Le concert de rap annulé, non reprogrammé et dont la subvention est cassée, c'est grâce au Rassemblement national parce que, si vous voulez, c'est une ligne politique qu'on a toujours tenue et qu'on se tient même dans l'opposition. Donc imaginez aux affaires ce qu'on peut faire. Donc j'ai envie de vous dire, je vous invite à regarder les bilans des mairies qui sont Rassemblement national ou dont la politique puise ses idées chez nous. Robert Ménard font baisser le taux d'insécurité, ils font baisser les impôts locaux, donc voilà. Pourquoi, dernière question générale, pourquoi quand on associe le Front National, le Rassemblement National et Marine Le Pen et ses troupes, pourquoi on les associe toujours à la période nazie, au fascisme, à l'extrême droite, à des jours pas très heureux? Eh bien, quand vous voulez mettre fin à un débat, vous traitez quelqu'un de facho. Voyez, c'est terminé. Ou alors en ce moment de complotiste. Ou alors aujourd'hui de racisme. Voilà, alors vous voyez, en fait, ça met fin à la conversation, ce n'est plus possible. Donc oui, alors on est toujours pareil, on surfe sur les peurs, etc. On surfe sur la plus grande peur de l'histoire moderne. Donc oui, donc ça n'a évidemment aucun sens. Et je vous rappelle quand même que les nazis, alors ça on le rappelle toujours à l'envi, mais que le nazisme est à la base du socialisme. National-socialisme. National-socialisme, exact. Et donc voilà, il faut quand même un tout petit peu remettre l'église au centre du village et que moi quand j'entends, et je vous parlais du handicap qui est une cause qui me tient beaucoup à cœur, moi quand j'entends un député de La République En Marche dire qu'il faut traquer les embryons qui ont des... comment il a dit ça, traquer les embryons qui comportent des imperfections, en fait, des erreurs génétiques, eh bien, vous savez, Hitler, il n'a pas fait beaucoup mieux. Hein. Il a tué 75 000 handicapés. Hein. On ne va pas s'aventurer dans un sujet que je ne maîtrise pas. Voilà. Et je voudrais qu'on reste un peu sur le local. On va revenir sur Saint-Chamond, justement. Est-ce que vous avez été surprise par votre score? Parce qu'on avait un gros taux de vote du Front National les années précédentes. Alors, vous savez, je crois que tous les élus de France, tous les candidats de France et de Navarre ont été surpris, déçus, un peu atterrés par ce scrutin qui s'est tenu dans des conditions épouvantables. Donc là, c'est la photo Covid, là, alors alors, non, c'est toujours pareil. On a dit aux gens, restez chez vous, puis allez voter. Donc, forcément, moi, j'ai reçu des courriels dans la journée du 15 mars de gens qui s'excusaient de ne pas être allés voter, mais qui viendraient au deuxième tour. Sauf qu'à Saint-Chamond, on n'a pas eu de deuxième tour. Donc, très exceptionnel. Donc, oui, ça veut peut-être dire qu'il y a forcément déçu. Moi, dès lors que je ne gagne pas, je suis déçu. Donc, ça veut peut-être dire qu'il y a un très bon maire aussi, s'il était élu au premier tour. Alors, il y a eu une prime au sortant qui était assez dingue. Et vous savez, quand on est vous regarderez à travers de l'histoire de France, quand on vit des grandes périodes de peur ou de guerre, la dernière chose dont a envie le citoyen, c'est de changer le régime sous lequel il est. Donc, et je pense que les historiens avaient dit, et les politologues également avaient dit que s'il y avait eu des élections le 15 mars, des élections nationales, Macron serait repassé. Mais évidemment, en fait, la peur vous saisit, donc vous n'avez pas envie de changer. C'est du confort et vous restez, donc voilà. Quel est le rôle d'une conseillère municipale d'opposition dans la ville de Saint-Chamond? Écoutez, en ce moment, je crois que je fais le travail du maire. Voilà, donc écoutez, nous, on est extrêmement sollicités, et je les en remercie, et je les encourage à continuer à le faire, par les cours Amiot, puisque on a une équipe municipale de la majorité qui
je trouve, pas extrêmement moderne sur sa façon de communiquer et sur les temps qu'on traverse. C'est-à-dire, en ce moment, avec la crise sanitaire, on joue beaucoup, on compte beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ce qui est dématérialisé pour garder le contact avec les gens. Donc nous étudions nos dossiers avec Raphaël Baccaglioni qui fait ses premiers pas en politique. Et donc notre rôle, c'est d'être vigilant, mais aussi de faire rentrer nos idées, comme je vous le disais, par la petite porte, même dans l'opposition. Ma première revendication étant donc de vouloir que le conseil soit filmé, parce qu'en fait, on était la dernière grande ville de la Loire à le faire, et surtout que le conseil municipal n'est plus ouvert au public. Donc ça, c'était une urgence. J'ai pas mal de demandes et d'idées que je transmets à Hervé Reynaud. Là, la dernière étant d'augmenter la fréquence des conseils municipaux, puisqu'on est à une fois tous les gros 2 mois. Il ne veut pas, mais ça c'est un choix politique. Et puis, vous savez, on tisse aussi on maille beaucoup le terrain, puisque comme on nous voit, on nous entend pas mal. Les gens nous rejoignent. On a fait pas mal d'adhésions en fait depuis les débuts du mandat municipal, et ça nous permet aussi de comprendre aussi les arcanes du conseil municipal, qui ne fonctionne pas de la même manière que le conseil régional. Et puis j'ai aussi également au tribunal administratif, parce que Hervé Reynaud fait un petit peu n'importe quoi quand il veut et quand ça lui chante, un recours sur le règlement intérieur, puisque je n'ai pas eu le droit d'amender, alors que c'est mon droit le plus strict, et de faire des propositions qui sont, je trouve, pertinentes et qui profitent en plus aux autres groupes d'opposition que sont les socialistes et les écolos à Saint-Chamond. Juste une dernière question technique. Le maire de Saint-Chamond est chez les Républicains ou apparenté, je ne sais plus, je crois qu'il est chez les Républicains. Alors, en fait, il n'assume pas du tout, et les écologistes jouent dessus énormément. Je lui avais demandé sur le plateau télé, avant le débat de TL7, je lui ai dit, mais vous êtes aux Républicains, et il a eu l'air gêné, il m'a dit, j'ai pas demandé l'investiture. Je crois qu'il est... Ça veut dire que là, vous êtes dans l'opposition, et si Marine Le Pen, on revient à tout à l'heure, elle gagne, elle va s'appuyer sur des gens des Républicains pour gouverner. Donc c'est pas un peu paradoxal aussi. Là aussi, les gens lambda, ils comprennent pas toujours ces alliances ici et contraire là. Comme des gens à Saint-Étienne qui soutiennent le maire, mais pas Laurent Wauquiez, ou qui soutiennent Laurent Wauquiez, mais pas Macron. Enfin, c'est très très compliqué la cuisine interne aujourd'hui. Oui, alors les Républicains ont cette particularité, ça a souvent un peu changé d'alliés. En revanche, au Rassemblement national, quand vous franchissez le Rubicon, en général, il n'y a pas de retour en arrière. Quand vous regardez la liste des prises de guerre que le mouvement a pu faire jusqu'à maintenant, Thierry Mariani était républicain, il a franchi le Rubicon, il n'a jamais été question qu'il revienne en arrière. Donc oui, c'est un peu la caractéristique et le grief que je fais au mouvement Les Républicains, c'est un peu tel l'opportuniste de retourner sa veste tout le temps. Ça, c'est compliqué, parce que évidemment, ça dégoûte. Et vous le dites très bien, ça dégoûte les gens, en fait. Toujours dans le jeu de la politique et le jeu des personnes, on avait à Saint-Étienne une candidate qui était Sophie Robert, qu'on voyait beaucoup à l'époque au Front National, qui a un peu disparu. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Eh bien, écoutez, j'ai son numéro de téléphone. Si vous voulez, vous pourrez l'appeler. Ouais. Sans problème, elle est très accessible. Donc oui, invitez-la. Ouais. Là, vous n'avez pas aussi non plus été déçu au Rassemblement national du score du Front National, j'y vais pas y arriver. Ah non. Du Rassemblement national à Saint-Étienne. Mais si, toujours. Une ville où on annonce un fort taux de... Alors moi, je me suis toujours méfiée des sondages. Évidemment, on est extrêmement déçus. La question c'est où sont nos électeurs ? Et moi, j'ai le regret de vous annoncer que nos électeurs ont quitté Saint-Étienne, parce que c'est invivable. C'est pas faux. Ou alors ils étaient à la maison à cause du Covid. Aussi. Ou alors je vais peut-être faire un humour qu'il ne faut pas faire, mais j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Peut-être qu'ils étaient déjà en train de construire votre fameux tunnel sous Saint-Étienne. Ah, c'est de bonne guerre. Allez, on continue. On a fait un peu le tour de Saint-Chamond. Il y a des choses où vous voulez revenir sur Saint-Chamond. Il y a des choses qui... Je sais que vous aviez été choqué par le rappeur. Bon, ce sujet est traité, on n'en parle plus. Voilà, ou alors il reviendra peut-être au prochain beau jour. Non, mais vous avez raison, j'en profite pour féliciter notre équipe, parce que je ne travaille pas toute seule. J'ai toute l'équipe municipale qui m'a accompagnée l'année dernière. Donc voilà, ça c'est un vrai travail d'équipe. Et donc, malgré ce que dit Hervé Reynaud à la presse en disant Isabelle Surplis n'a rien à voir, n'a joué aucun rôle là-dedans, si.
Si, évidemment que si, on le sait. Il a été extrêmement... je pense d'ailleurs qu'il n'est pas maître en la matière, il ne sait pas trop ce qui se passe sous son toit, mais voilà, une subvention comme ça qui est cassée et redistribuée, un concert qui est annulé et non reprogrammé, c'est une victoire pour notre groupe. J'ai une dernière question qui relate le commerce et Saint-Chamond. J'ai appris récemment, dans une réunion à la mairie justement, qu'il y allait avoir un bel aménagement de l'ancien Leroy Merlin qui va transformer en zone commerciale. Une de plus. Ça m'a paru un peu bizarre parce que je me suis dit, il y a le style à 2 minutes. Quelle est votre position là? Il faut du commerce pour que les gens de Saint-Chamond restent sur Saint-Chamond, ou alors on est un peu à côté de la plaque, j'ai envie de dire? Alors là-dessus, toute l'opposition est d'accord, hein, et une fois n'est pas coutume, mais non, je pense que c'est profondément une erreur de rajouter... Parce qu'on a aussi à côté le Palais des Sports qui va attirer du monde. Non, mais en fait, en fait, les zones commerciales poussent comme des champignons. Et avec toujours les mêmes enseignes en plus. Oui, c'est voilà. toujours les mêmes enseignes. Intermarché à Novacieri, enfin All in One, a pas été remplacé depuis maintenant 2 ans. Il a coulé au bout de 18 mois. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des signes parfois de l'univers qui vous envoient qu'il faut arrêter la mondialisation d'une commune, et il faut savoir le voir. Je veux dire, quand Intermarché ferme au bout de 18 mois, il faut savoir se rendre à l'évidence que c'est définitivement pas ce qu'il nous faut. Moi, j'avais préconisé ce qu'on appelle le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, revendiqué également par les Gilets jaunes, mais en fait qui est du bon sens, c'est-à-dire de quoi ont besoin, en fait, finalement, les contribuables de la commune. Eh bien, effectivement, ils n'avaient pas besoin d'un Intermarché, visiblement, mais c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent perdu. Donc oui, notre position est toujours la même sur le remplacement de Leroy Merlin. C'est, à mon avis, une énorme erreur. Mais je ne suis pas aux affaires et c'est une décision qui a été prise. Donc voici donc... Justement, les couvre-miaux, ils ont pas besoin, comme un peu tout le monde dans la région et peut-être même dans toute la France, du commerce de proximité avec tous ces changements de vie. Si, énormément. Moi, j'avais suggéré, alors ça ne fonctionne que si tout le monde le fait, hein, comme nos maires courageux du Rassemblement national, c'est-à-dire de prendre un arrêté municipal et de faire ouvrir les commerces de proximité malgré l'interdiction. C'est-à-dire, en fait, on ruse. On va pas contre la loi, on ruse. Et le maire m'avait dit sur le parvis place de la Liberté, je veux pas payer, j'ai peur de l'amende. Alors oui, mais en fait, on est dans un vrai rapport de force pour réacquérir des libertés perdues. C'est-à-dire en fait, nos commerçants sont tout à fait capables. J'ai pas compris quelle était la proposition. Quand les commerces de proximité étaient fermés, ouais. Par exemple. Ah, tout ce qui était non essentiel. Tout ce qui était non essentiel, les manifestations qu'il y avait eu, voilà, j'avais proposé à ce qu'on prenne quand même un arrêté, mais ça aurait pu fonctionner si tout le monde l'avait fait, puisque en fait on ouvre des grandes surfaces où on s'entasse, où on touche 50 000 fois le même produit. Alors pourquoi avoir puni, parce que pour moi c'est vraiment une punition, nos commerçants. Donc je ne sais pas si la municipalité est du côté des commerçants de proximité. En attendant, ce que je vois, c'est qu'avec Saint-Étienne Métropole, ça favorise beaucoup la mondialisation. Ça, je le déplore. Vous avez vu quand même qu'à Perpignan, on a essayé de rouvrir les musées et qu'on les a refait fermer. Oui, mais alors c'est la même chose. Ça fonctionne si tout le monde le fait. Et ça montre, et je félicite mon ami Louis Alliot de l'avoir fait, parce que ça montre cette volonté de dire rouvrez où on va mourir. Parce que finalement, voilà, on s'entasse d'un côté et de l'autre, non. C'est illogique. Rouvrez. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le monde de demain il sera complètement différent? Alors moi, j'ai pas de boule de cristal, mais je trouve que c'est mal embarqué. Non, mais je pense, moi, toutes les grandes surfaces fermées, ça va être difficile de survivre. Je pense à tous ces petits restaurateurs qui ont 3 tables et qu'il va falloir en enlever 2. Donc avec une table, je ne sais pas comment ça va être rentable. Alors moi, je vais vous retourner la question. C'est-à-dire, moi, je suis effrayée et je le vois ça au conseil régional sur les aides que l'on verse. Et c'est bien normal. Je ne remets pas en cause le principe d'aide et de fonds d'urgence. Un vrai pays socialiste alors. En revanche, vous savez, nous... on est économiquement de droite et socialement de gauche. Non, mais pour revenir très sérieusement là-dessus, je suis très inquiète sur la façon dont on va payer cela. Et je trouve très malhonnête la façon de fonctionner. C'est-à-dire, en fait, on ne dit pas aux Français, on ne dit pas aux courageux non plus, comment on va payer tout ça. Donc, je ne sais pas si on retrouvera le monde d'avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'addition va être extrêmement salée. Extrêmement. Et je serais curieuse de savoir comment on va s'acquitter de cette dette. D'autant plus que si tout se passe bien pour vous,
vous serez au pouvoir et c'est vous qui allez avoir à gérer tout ça. Alors nous, c'est très simple, hein, les économies à faire, c'est suppression de l'AME, hein, c'est déjà 1 milliard par an. C'est quoi l'AME? Aide médicale d'État. Donc en fait, ça a toujours été aussi dans les mesures du programme de Marine Le Pen et de son père précédemment, hein, mais il y a tout un tas de dépenses et de gaspilles, la fraude fiscale. Si vous avez lu Charles Pratt, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards d'évasion fiscale. Ça aussi, en fait, il faut faire la chasse à cette fraude fiscale, à la fraude aux allocs. Ça, vous récupérez beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il faut embaucher beaucoup de contrôleurs, alors Non. J'ai presque envie de vous dire de policiers. Ça veut dire qu'il faut appliquer la loi. Et vous savez, Oui, mais pour la faire appliquer, on a un c'est vrai compliqué. problème en France. On a un vrai problème en France, c'est qu'on a beaucoup de fonctionnaires et beaucoup de belles lois, parce que je ne remets pas en cause le principe de loi qui est bon. Je peux pas vous laisser dire. Je peux pas vous laisser dire qu'il y a trop de fonctionnaires. Non, j'ai dit beaucoup. Oui, mais j'ai dit beaucoup. Beaucoup mal employés, extrêmement mal employés. Alors mal employés, parce que parfois on voit il n'y a plus personne. Alors, évidemment. Et en fait, nous, demain, aux affaires, on donne une vraie mission aux gens déjà. Et tout ce fonctionnariat qui est mal utilisé, vous savez ce qu'on dit, un fonctionnaire c'est fait pour fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, ça dysfonctionne. Ça fonctionne mal en tout cas. Voilà, donc il faut redonner les vraies missions à ces gens-là. Et on a aussi un vrai problème en France, c'est qu'on a plein de lois, de codes. On a écrit énormément de codes et de principes et on ne se les applique pas. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut vraiment un message clair aussi. Ah bah oui, c'est-à-dire... C'est-dire que si je vais à Paris, vous avez écouté Éric Dupond-Moretti ce matin ? C'est une énorme farce. En fait, c'est cet homme, ce monsieur Justice, en fait... nous pond littéralement une nouvelle réforme alors qu'en fait, il est incapable d'appliquer les lois existantes. C'est quand même incroyable d'être le garde des sceaux. On se demande de quel sceau, puisqu'en fait, il y a beaucoup de lois, mais qui ne sont jamais appliquées. Bon, je crois bien que le plus sot, c'est moi quand même. On va parler un peu de la politique locale, régionale, départementale. Et je viens d'apprendre que vous allez vous occuper des élections départementales dans la Loire. Alors, oui, vous êtes coquin. Oui. Très, il paraît. Voilà, donc mon secrétaire départemental m'a demandé d'être la directrice de campagne. J'ai accepté cette mission avec joie, donc c'est très frais. Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national sera présent dans tous les cantons ou alors il va privilégier des cantons où il peut gagner? Comment ça se passe là aussi au niveau... Alors ça, vous le saurez très vite puisqu'on va un peu gérer l'agenda, donc je ne vais pas vous faire de scoop. On fera comme on a toujours fait. On monte nos binômes et puis après on annoncera par canton. Là, est-ce qu'il y a aussi un objectif d'avoir tant de sièges, d'être présent dans tel endroit? Vous savez qu'on y a toujours pour gagner, hein, c'est Charles Perrault qui m'a enseigné ça. C'est comme les Verts, on est toujours là pour gagner. Toujours. Je parle du football. Oui, merci. C'est aussi la première idée qui me vient à l'esprit quand on parle des Verts. Donc oui, on y va pour gagner, effectivement, et remporter la présidence du conseil départemental. Donc on sera au maximum présent partout. Et c'est d'ailleurs une élection qui nous est très très favorable dans la Loire. Comme on ne sait plus très bien aujourd'hui entre les métropoles, les départements, les régions, qui fait quoi et qui doit faire quoi, on est surtout dans une campagne d'image, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous vouliez faire changer, vous voudriez faire changer au Rassemblement national dans la Loire? Alors au niveau départemental, en fait sur ce scrutin, ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est qu'ils vont voter deux fois pour une espèce d'énorme guichet local. Il y a la région d'un côté, le département de l'autre. On reste là pour l'instant sur le département, on est en région après. Le département, vous savez que quasiment la moitié des dépenses et des subventions vont vers le social et qu'il y a énormément de dépenses injustes. C'est vers le département qu'on se retourne pour installer des CADA en partenariat avec la préfecture. Donc, il y a énormément de gaspillage qui est fait et nous veillerons à ce que ce guichet, ce distributeur automatique de billets, comme je le dis souvent, soit maintenant géré à bon escient. Il faut arrêter de faire croire aux gens que tout est gratuit et qu'il n'y a qu'à demander pour recevoir et de toujours flécher, si vous voulez, les subventions vers les étrangers, tout simplement. Toujours dans le département, j'ai entendu dire que le maire de Saint-Étienne voulait faire un peu bouger les choses dans le département. Qu'est-ce que vous pensez justement de son ambition, j'allais dire, de notre maire à Saint-Étienne, de vouloir être candidat à la présidentielle? Alors, je suis toujours très étonnée quand on me rapporte ces prétentions-là, parce que je trouve que
pour avoir des prétentions nationales. Et encore faut-il savoir bien gérer une mission locale. Donc oui, je suis étonnée, il n'en a ni la carrure ni la notoriété. Donc je lui conseillerais, hein, à titre purement professionnel et politique, de mieux s'occuper de Saint-Étienne. Je vous pose la question parce que j'ai quelques jours quelqu'un qui m'a rapporté que votre maire à Saint-Chamond le soutenait. Donc je me dis, s'il a tant de soutien, c'est que oui, je pense qu'il y a une ambition de prendre le... Il y a une vraie dynamique. Je pense qu'il y a une vraie ambition chez Hervé Reynaud de prendre la tête du département, effectivement. Vous voulez dire que ça serait un échange de bons procédés? Oui, alors vous savez, je connais pas bien l'artère-bouille politique, mais je sais pas quels sont les tenants et les aboutissants sur les investitures, puisqu'il comment dire, Hervé Reynaud déteste qu'on le rattache aux Républicains à chaque fois. J'ai mon collègue, Monsieur Minart, qui est conseiller municipal d'opposition écologiste, qui lui rappelle sans cesse, un peu avec lourdeur et un peu trop d'épaisseur d'ailleurs souvent, mais voilà, il se défausse à chaque fois d'appartenir à cette famille, les Républicains. Donc je serais vraiment curieuse de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. Et je pense que du coup, les Ligériens verront clairement ce qui se trame et quelles sont les vraies intentions derrière. Justement, on parle d'investiture. Comment ça se passe au Rassemblement national? Parce que si j'avais bien entendu ou bien lu, vous étiez candidate pour diriger la liste des régionales. Et finalement, c'est Andrea, j'espère que je vais bien le dire, Cotarac qui était désigné. Voilà. Donc comment ça se passe là? Les adhérents votent, comment ça se passe? Ah non, en fait, les candidatures sont ouvertes à tous les adhérents à jour de cotisation. Voilà, donc il y avait 3 candidats pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc c'est Andrea Cotarac, ex-France Insoumise, qui est au conseil régional avec nous et qui a démissionné de son mandat, qui a franchi le Rubicon voilà, il y a quelques temps, plusieurs mois maintenant, qui mènera, vous voyez, vous me parlez de rassemblement, et voilà, il va mener cette liste au régional dans une optique de rassemblement, puisque lui a vraiment changé d'étiquette politique à 180 degrés, il nous a rejoints, il a franchi le Rubicon clairement, et ça effectivement interroge et ramène beaucoup de gens qui ne sont pas de notre famille politique. Justement, je vais peut-être un peu vous provoquer, mais j'aime bien. Vous qui êtes une RN pure souche, est-ce que vous n'êtes pas un peu énervé de voir quelqu'un qui vient de rejoindre le Rassemblement national et qui est déjà tête de... Alors, on m'a déjà posé cette question et j'aime bien. Non, mais en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand on pose cette question parce que je trouve que c'est faire un très mauvais procès aux intentions politiques. Et en fait, on ne fait pas de la politique politicienne. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis finalement, comme dit l'adage un peu familier. Et moi, je trouve que c'est génial parce que pour connaître Andrea, son intelligence sociale, son intelligence politique, de se dire qu'au bout d'un moment, ses positions politiques n'étaient plus tenables parce qu'il voyait bien, avec la balkanisation de certains quartiers en France, que l'immigrationnisme et la mondialisation, ce n'est plus tenable. En fait, ça fait crever les nôtres. Et bien d'avoir le courage, comme ça, de traverser et de rendre son mandat municipal, parce que, pardon, il y en a pas mandat régional, pardon, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait, hein, qui ont quitté leur famille politique et qui ont rendu le mandat, c'est-à-dire qui ont rendu l'indemnité et qui s'est retrouvé avec rien. Donc voilà, maintenant je suis ravie qu'il travaille avec nous, qu'il travaille aux côtés d'Hervé Juvin avec le Parti des localistes, parce qu'il y a une vraie progression et je trouve ça formidable. Sinon, on n'avancerait jamais, si vous voulez, on ferait pas presque 11 millions de voix sur un scrutin national. Voilà, il y a une réflexion, ça avance. Vous savez, on a notre responsable des jeunes dans la Loire, Grégoire Granger. Bien, lui vient des Républicains. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'il s'est dit au bout d'un moment, stop les trahisons. Voilà, je pose un acte politique vrai et je change. Pour en revenir à ce que je disais précédemment, on entend beaucoup qu'au second tour, les deux extrêmes pourraient se rejoindre. Ça veut dire que vous avez finalement les mêmes idées, le même programme et si vous avez les mêmes choses en commun, ça sera quoi qu'un qui soit à gauche et l'autre qui soit à droite? Il y a forcément des items sur lesquels on peut se rejoindre. Mais alors, pour le coup, je ne crois pas du tout à cette option
que la France insoumise soit deuxième tour, c'est ça votre Oui, estimation? il faudra bien aller chercher des voix au deuxième tour, hein, sinon Non, on va aller et, du second comme pour leader. Non, alors après je peux me tromper, mais je trouverais ça très... il a fait 6% quand même aux européennes, donc Oui, mais enfin les je européennes, trouverais hein, ça tout le monde va à la très pêche. étonnant. Les européennes, Ah, c'est un peu son cheval de bataille, tout le mais, monde va à la pêche en général. mais non, je pense que ça s'essouffle énormément chez eux. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens de gauche qui nous rejoignent. Donc, C'est ce que vous constatez sur le terrain? Ah oui, énormément. Et donc, je ne crois pas à ce scénario. Très bien. On va finir avec les élections régionales. Vous êtes conseiller régional. Est-ce que c'était déjà votre premier mandat? Alors, c'était mon tout premier mandat. Voilà, c'était pas ma première campagne électorale, mais c'était mon tout premier mandat. Vous avez appris, comment ça s'est passé? Ah, c'est passionnant. Eh bien, en fait, quand vous rentrez dans les arcanes d'une collectivité territoriale, vous comprenez comment fonctionne la France. Voilà. Et c'est passionnant. Alors, il y a un gros temps d'adaptation parce qu'il y a un vrai jargon. C'est une langue à part entière. Ils parlent en acronyme en permanence. Donc pour ça, c'est vraiment intéressant. Vous comprenez le fonctionnement du social, le fonctionnement de la subvention, vous qui avez été un peu attaqué là-dessus récemment, du clientélisme, du copinage, du maillage territorial. Moi, je me suis passionnée donc je suis dans 3 commissions, culture, santé, famille et lycée et formation professionnelle. J'ai trouvé ça passionnant de voir comment ça fonctionnait et j'ai pu faire rentrer des dossiers par la petite porte dont je ne parlerai pas ici parce que je l'ai fait vraiment pour la cause et pas pour la gloire. Donc il y a une vraie utilité à être dans l'opposition. On est la première opposition face à Laurent Wauquiez. Donc effectivement, je suis ravie d'avoir pu défendre les intérêts des Auvergnats et des Rhône-Alpins pendant 6 ans. Est-ce que c'est compliqué ces fusions de régions avec des régions qui sont de plus en plus grandes? Et j'ai toujours du mal à comprendre en fait, c'est terrible le point parce commun que entre les deux extrêmes. Je parle de territoire. En fait, ça a éloigné, c'est terrible, ça a éloigné les collectivités, les assemblées délibérantes, là où on décide vraiment des choses. Ça a éloigné cela des gens et en fait du premier créditeur. Parce que pardon, mais la région, les recettes de la région, c'est quand même à chaque fois que vous payez votre carte grise, à chaque fois que vous faites un plein d'essence. Pardon, mais c'est beaucoup. Donc les gens sont directement concernés par cette collectivité et l'idée des super-régions contre laquelle était formellement opposé le Rassemblement national participe à éloigner et à dire aux gens « Oh, ne regardez pas trop ce qu'on fait, ni notre tambouille, parce que ça nous arrange un peu. » Et c'est terrible de demander à quelqu'un dans la rue quelles sont les compétences du conseil régional. C'est terrible et on a tout fait pour que les gens ne le sachent plus. Est-ce que c'est un marchepied pour l'ambition? Est-ce que quand on est président de région, on est plus en vue, on peut avoir un bilan? Est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui est positif dans le sens où on peut peut-être être candidat au présidentiel? Ah si, je vois ce qui se cache derrière votre question. Il y a une vraie ambition nationale qui se cache dans la tête de Laurent Wauquiez. Oui, et puis si vous voulez, il y a une façon de faire. On a quand même un budget de communication de la part de la majorité, les Républicains, qui est assez rocambolesque. Moi, que je trouve beaucoup trop élevé, qu'au groupe, on trouve beaucoup trop élevé. Il fait campagne, effectivement, pour son image, etc. Vous avez vu, il porte plus de doudoune rouge. Il a complètement soigné son image. Donc, c'est effectivement un tremplin quand c'est bien géré. Maintenant, je vais vous redire à vous ce que j'ai dit à Laurent Wauquiez quand j'ai défendu le débat d'orientation budgétaire qui précède le budget. Je lui ai dit, je vous confierai volontiers mon portefeuille, mais j'aimais mes enfants. Voilà. Être avec des sous-entendus, ça. Hein. C'est vrai. Vous verrez mes dernières interventions, mais voilà, les choix politiques qu'il fait pour certaines subventions sont bassement politiciens. Pourtant, on l'a souvent... quand on parlait de lui récemment, on disait qu'il était trop à droite. Et trop à droite, on touche presque le Front National, non? Oui, alors en fait, il a fait campagne complètement sur cette Avec image-là. Alors, pas les idées, mais plutôt une image, on va dire. Une image, je vais vous prendre un exemple, c'est celui des lycées. Il a fait campagne en promettant des portiques. Ouais, alors c'était plus que ça. Des portiques un peu nouvelle génération, extrêmement modernes. On était presque dans le détecteur à métaux des États-Unis. Donc ça a fait un effet bœuf. Et en fait, on se retrouve avec des tourniquets où on badge pour le déjeuner.
Vous voyez, c'est quand même Oui, mais et en fait, tout est un peu comme ça. En France, il faut du temps pour que ça se mette en place. La subvention aux écrans mixtes, au festival Écran Mixte, il arrive tonitruant en déclarant à la presse nationale qu'il cesse la subvention à cette association. Et nous, en commission culture, on l'a vu, donc il la sort avec perte et fracas par la porte, elle est rentrée par la fenêtre 1 an plus tard. 5 ans plus tard, elle triple. Donc voilà, ça c'est le vrai Vauquier, c'est ça. J'ai une question qui vient aussi, vous avez parlé d'effet bœuf, j'ai vu il y a quelques heures même on peut dire, il y avait eu la polémique, on en a parlé nous précédemment sur cette antenne, à Lyon on n'a plus le droit de manger de la viande à la cantine, et on a un maire là, de Feur qui offre un bœuf justement. Jean-Pierre Tête, voilà, qui offre un bœuf, une vache. Qu'est-ce que vous pensez là aussi de cette polémique? Est-ce que, alors on est au Rassemblement, je vais être cash, est-ce qu'on est dans un débat de viande? Ou alors est-ce qu'on est dans un débat où on n'a plus l'intention de faire manger de la viande aux enfants parce que derrière on a un autre souci, c'est la religion? Alors en fait, la vraie question sous cette décision qui est absolument dingue et à mon avis attaquable et a été attaquée au tribunal, parce que je ne pense pas qu'on puisse décider comme ça de radicalement changer le menu de nos enfants. Fermez la parenthèse. La vraie question qui se cache sous cette décision, c'est est-ce qu'on n'a pas un problème finalement avec l'idéologie islamiste et l'idéologie verte, ce qu'on appelle les Khmers verts, ce que nous appelons comme cela. En fait, pour régler ce problème et faire du clientélisme et répondre à une vraie idéologie, parce qu'en fait, ils y croient vraiment, c'est-à-dire les véganes en fait ont gagné et les islamistes aussi. Voilà, donc terminé, le débat est clos, plus de viande. Alors, ce qui est terrible, c'est de régir une collectivité, de régir une ville avec des minorités. Ça m'a toujours été... c'est très pénible, en fait, de voir que ces gens prennent des décisions à cause de minorités. En quoi ces deux raisons, c'est-à-dire ce que j'appelle l'islamisme et le véganisme, en quoi ces deux idéologies peuvent régir la ville? Enfin, ce n'est absolument pas, et je crois que personne n'est dupe là-dessus, à cause du temps que l'on met pour servir à cause de la crise sanitaire. C'est pas du tout ce qui se joue. C'est ce que j'avais lu entre les lignes, il me semblait. Voilà, non, c'est ce qui a été écrit. Une autre question qui va dans l'autre sens, c'est pourquoi quand c'est l'ancien maire qui le propose, personne n'en parle, et quand c'est les Verts, ça fait... Tout un pataquès, comme on dit dans la Alors, région. il l'a pas proposé. Grégory Doucet, là, pour le coup, il l'a rendu applicable 3 jours après. C'est ça qui est fou. Ça, c'est comme... Et je vais vous prendre le même exemple. On avait dit la même chose quelques mois avant. Je vais prendre le même exemple sur la voie de gauche de covoiturage avec ce losange. C'est quand même incroyable de réussir à amender le code de la route, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. En fait, Grégory Doucet, maire de Lyon, écologiste, a amendé le code de la route sans prévenir personne. Et c'est positionné comme ça en tant que chef de la route. Enfin, c'est quand même incroyable que pour des raisons... En plus, je ne vois pas du tout en quoi ça fera réduire la pollution, parce que, pardon, mais les covoiturages, les gens le font déjà. Parce qu'on est en train de tirer le diable par la queue dans tous les corps de métier, dans tous les domaines. Donc, les gens cherchent l'économie. Ils n'ont pas attendu Grégory Doucet pour faire des économies. Donc, moi, je voudrais bien qu'on m'explique ce genre de décision. Que servent ce genre de décisions? On n'est pas à Lyon, donc je ne sais pas trop le fond du sujet, mais on se rend surtout compte en vous écoutant qu'on n'a vraiment pas envie de faire de la politique, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut juste se préserver, avoir un bon entourage, un bon moral et des convictions, et après ça roule tout seul. Tout à l'heure, on parlait de compétences et j'avais eu un petit blanc. On parlait des départementales, j'y reviens parce qu'on a parlé au début de l'émission, vous êtes sensible au sujet de l'handicap, et le handicap, si j'ai bien compris, c'est traité par le département. En partie. Il y a une partie également régionale, mais vous savez, ça fait partie de ces compétences un peu transversales. C'est beau, non, mais la majorité est gérée par le département, oui. Et quel est votre rôle justement, vous? Qu'est-ce que vous voulez faire avancer? Qu'est-ce que vous voulez faire changer dans le handicap? Et par quel biais vous allez vous y prendre? Alors moi, je vais vous illustrer... un événement qui s'est produit sous Pascal Clément. Oui, c'est vieux, mais c'est... Il y a un pont qui est à Andrézieux qui porte son nom depuis quelques jours. Pascal Clément, à l'époque, avait subodorer un gaspillage. On payait le taxi à un enfant parce qu'il s'était cassé la jambe pour l'emmener au collège. Parce que là, on est conseil départemental égale collège. Et
il s'est demandé s'il n'y avait pas un peu une arnaque derrière. Et quand on a demandé au service de bien vouloir vérifier, il se trouve que quand on a voulu le contacter par téléphone, il n'était pas disponible parce qu'il était en scooter avec un copain. Voilà, donc cet exemple qui peut faire sourire, mais quand même assez dramatique, montre qu'il y a très peu de scrupules et de rigueur dans la gestion des dossiers qui traitent du handicap. Moi, j'ai je ne sais combien de papas et de mamans qui me contactent parce qu'ils ont des problèmes de dossier MDPH. Dossier MDPH, c'est un dossier que vous remplissez pour bénéficier d'une aide pour un de vos enfants qui est porteur de handicap ou qui a une particularité spéciale qui le gêne dans son quotidien et dans l'apprentissage à l'école. Donc ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas les acronymes comme moi, MDPH. Un dossier MDPH, c'est des mois et des mois de lutte administrative. Et les dossiers MDPH, quand vous déménagez d'un département à un autre, il faut tout refaire depuis le début. Donc vous reprenez à zéro tout le temps passé dessus. Et surtout, vous n'obtenez pas la même aide, en fait. Et ça, je peux vous donner des exemples très concrets pour des enfants TDAH qui ont déménagé. Et quand leur mère a refait le dossier, n'a pas perçu la même aide. Donc il y a une disharmonie horrible pour les familles du traitement de ces dossiers. Il y a un mépris, mais pas volontaire. Si vous voulez, c'est qu'on sensibilise plus du tout nos circuits à cette humanité, en fait. C'est pas des numéros de sécurité sociale, en fait. Ces gens-là sont des humains. Et on a par ailleurs énormément, je trouve, de harcèlement scolaire dans les collèges. Saint-Chamond, on a des problèmes comme ça à Saint-Chamond, dus au handicap. Donc je voudrais qu'on demain, moi, présidente du conseil départemental de la Loire, je mettrai un coup d'arrêt à tout ça, au gaspillage, un coup d'arrêt au harcèlement scolaire dans les collèges d'enfants porteurs de handicap, un coup d'arrêt à cette lenteur administrative, même si ça doit venir de plus haut. Donc voilà, il y a une vraie intention de faire bouger les choses, et je sais que ceux qui nous regardent et qui sont dans ces situations-là veulent que ça bouge là-dessus. Et ils sont nombreux. Alors j'avoue que j'ai posé un peu aujourd'hui les questions dans le désordre, mais j'avoue que j'ai un peu froid chez vous. C'est peut-être la cause à effet. Pour revenir les seins de glace. Les seins de glace. Pour revenir sur les élections, les régionales, c'est une liste qu'on propose, une liste générale avec dans chaque département une liste. Est-ce que vous allez conduire la liste de la Loire ? Comment ça se passe dans la Loire, parce qu'on est dans la Loire ? Alors, comment ça se passe dans la Loire ? C'est-à-dire, en fait, notre tête de liste, Andrea Cotarac... lui, c'est toute la région. Propose, en collaboration avec ce qu'on appelle les secrétaires départementaux, c'est-à-dire les préfets de Marine Le Pen dans chaque département. On propose des listes et oui, moi, très simplement, puis je l'avais déjà un peu évoqué, moi, je me suis proposée très simplement pour conduire la liste au niveau départemental, et si c'est Michel, c'est parfait. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il y a combien de personnes sur la liste de la Loire ? Alors, vous me posez une colle, je ne sais plus, j'ai oublié. Donc, vous êtes éliminé. Voilà, et candidature, je ne sais plus, c'est 25. Et là, pareil, c'est au pourcentage des voix régionales qu'on a un nombre d'élus par département. Alors, au deuxième tour, c'est, oui, à la proportionnelle, une fois que la majorité prend les sièges... au nombre du score qu'ils ont fait. Après, c'est au prorata du score du deuxième tour. Donc, vous êtes candidate à nouveau aux élections régionales. Oui, je l'ai d'ailleurs fait, comme demandé par le siège. Mais si vous conduisez la liste de la Loire, est-ce qu'il va y avoir des manifestations ? C'est un peu compliqué, ça va tout se faire par Internet, vous allez envoyer des mails. La campagne électorale. Parce que c'est au mois de juin, déjà, il faut rappeler aux gens, je compte sur vous, Gilles, pour rappeler aux gens que le scrutin est double. On va voter le même jour pour les élections départementales et les élections régionales, et c'est le 13 et n'importe quoi. Je recommence. C'est le 13 et le 20 juin. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut un peu marteler cela parce que elles ont été déplacées, ces élections. Donc 13 et 20 juin, on vote 2 fois. Et a priori, il y aura possibilité d'avoir 2 procurations pour une seule personne. Donc vous pourrez au maximum voter 6 fois, si vous avez fait le calcul. D'accord ? Je vais vous donner un scoop, je ne vote plus. Ah non, ça c'est pas bien ça. Ouais, il faut qu'on en parle en off. Et je ne voterai plus immédiatement. Jamais. J'ai été trop déçu par vos amis politiciens. Eh bien moi, mon rôle, c'est de vous faire voter vous, même si et malgré.
Donc, on récapitule, les élections régionales et départementales, c'est le même jour, c'est le même dimanche, 2 dimanches de suite. Tout à fait. À moins que le président soit élu au premier tour, non, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il Non, alors à moins, il n'y a aucune possibilité que les gens soient élus au premier tour. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il y a eu une clause de revoyure au 1er avril, dans le décret qui est sorti. 1er avril? Oui, ouais, ce n'est pas une blague, mais le gouvernement est quand même coutumier de ce genre de farce. C'est-à-dire qu'en fait, le 1er avril, le gouvernement se réserve le droit de reporter ou non ces élections-là. Donc on a encore un stade à dépasser, c'est le 1er avril. Et ensuite... Est-ce que vous pensez que c'est... Parce que je l'ai lu, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut éventuellement, en prétextant la crise, l'épidémie, le nombre de cas, tout est possible, qu'on mette les élections régionales et départementales après les présidentielles? Oui, ça a été évoqué. J'ai entendu qu'il fallait dégager le chemin pour les... Oui, bien sûr. Je pense que la République En Marche va faire un très mauvais score. Mais très sérieusement, c'est possible. Et vu que ça fait 1 an qu'on vit un quotidien assez improbable, je pense qu'il faut se parer à toute éventualité. Et justement, on parle beaucoup des erreurs du gouvernement par rapport à cette crise. Comment vous l'auriez géré, vous? Parce que moi, j'ai beau me dire, c'est vrai qu'en France, on est les rois de la critique, mais j'ai pas vu des pays où on s'en sort mieux. Alors moi, je me souviens très très bien, en janvier 2020, quand Marine Le Pen réclamait la fermeture des frontières. Oui, mais ça, c'est pas un scoop, ça fait 20 ans qu'elle le dit. Oui, sauf qu'on a fini par le faire par petite dose homéopathique 1 an trop tard. Et ça a été extrêmement dommageable pour le pays. Je pense qu'en matière d'anticipation, le mensonge sur les masques, les tests, la cacophonie du vaccin, effectivement, on aurait anticipé. Et ça, Marine l'explique très bien sur la soirée qu'elle a passée sur BFM TV. En fait, rétablissement du contrôle aux frontières, ça on l'aurait fait depuis bien longtemps. Et donc surtout, une fois que tout le monde... mobiliser des policiers. Mais en fait, il ne faut pas se cacher derrière Schengen où en fait tout le monde peut circuler finalement. Mais c'est la réalité. Où on a eu des attentats pendant la crise sanitaire. Ça, je trouve ça incroyable. On était en guerre. On nous avait expliqué qu'on était en guerre contre un virus. Et en fait, Attention à l'emploi des mots parce que les mots, ils ont une signification et souvent on donne pas les bonnes... On n'emploie pas les bons mots pour définir des choses, je remarque, en France. Exactement, et on se retrouve finalement avec un conflit armé qui n'est pas médical, et on se retrouve avec quand même Pau, c'était il n'y a pas si longtemps que le directeur du centre d'asile s'est quand même fait égorger. Alors, pardon, mais effectivement, on revient toujours aux mêmes choses, mais le rétablissement des frontières était la priorité numéro 1 à faire. Et le mensonge d'Agnès Buzyn en disant on a mis des affichettes dans les aéroports, une crise... Non mais vous vous souvenez quand même, moi je n'oublie pas. Personne ne pouvait s'attendre à ça, alors bien sûr que si. Mais non. Le problème c'est alors elle n'est plus là maintenant, elle n'est plus aux affaires, c'est facile. Olivier Véran qui nous explique... C'est les génies, ils vont sur la Lune et... Olivier Véran qui nous explique, pardon, mais porter un masque quand on est en bonne santé est parfaitement inutile. Et quelques mois après, il nous dit l'inverse. Il n'y a aucune confiance possible avec ces gens-là. Et qui débarquent au conseil régional en visio, alors que ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu et qui perçoit des indemnités, en nous expliquant, en faisant la promotion, carrément, pendant la séance plénière, en faisant la promotion du gouvernement Macron. Mais qui sont ces gens? Vous avez confiance en eux? Ça s'appelle de la politique, ça. Vous connaissez les règles. Je ne vais pas vous les apprendre. Non, ça c'est de la politique politicienne, de bas étage. Ça marche comme ça. Oui, mais c'est ça qui dégoûte les gens. Donc, non, effectivement, Marine Le Pen a très très bien déroulé et on s'était moqué. Je me souviens que les ministres s'étaient moqués d'elle dans l'hémicycle en disant oui, il faut arrêter avec vos frontières. 1 an après, notre ministre nous dit la même chose. C'est très très compliqué. Donc n'étant pas en responsabilité, mais les Français sont pas dupes, vous savez. Non mais les Français sont pas dupes, ils ont des yeux pour voir. Oui, c'est pour ça qu'ils vont plus voter. Il faut arrêter de les déresponsabiliser. Il faut leur donner confiance justement en nos instances et en la vraie démocratie. Une question personnelle, est-ce que vous allez aller vous faire vacciner et vous allez vous faire injecter l'AstraZeneca? Non. Et une réponse très simple et très courte, non. Non, et pour les mêmes raisons que beaucoup, c'est-à-dire que je n'ai pas une grande confiance en un vaccin produit très vite avec une nouvelle technologie.
Voilà, je ne suis pas une personne à risque et je prends mes précautions jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. J'étais pas une personne à risque, je l'ai pris et j'ai été bien malade. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes en face de moi aujourd'hui pour Vous avez parler. vu, Je suis ravie. Voilà. Je suis en phase de décomposition. Donc voilà, non, je vous le dis très simplement. Donc pas de vaccination. Me concernant, non. Un autre thème qui est revenu, mais on en a beaucoup parlé aussi, la loi sur les séparatismes, vous en pensez quoi? On va dans le bon sens ou alors on rallume, on remet un peu de feu sur la poudre? Alors c'est très intéressant parce que nous on a un problème de séparatisme quand même au local, hein, notamment à Saint-Chamond, même si je sais que le maire refuse de voir cette réalité en face. La loi sur les séparatismes, c'est quand même énormément de poudre aux yeux, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait produire une loi, je reviens encore sur mes propos, mais que j'ai précédemment énoncés, on voudrait produire une nouvelle loi, alors que nous avons déjà les moyens judiciaires et légaux pour mettre fin à ces séparatismes que, pardon, mais les 40 dernières années de gestion gouvernementale ont eux-mêmes produit. Donc non, je suis bien rangée du côté du mouvement là-dessus concernant cette loi. Elle est extrêmement électoraliste. C'est-à-dire qu'on veut faire croire à grands coups de renforts de porte-voix, de lois, de déclarations, de tweets. Vous savez que M. Darmanin est quand même le champion de la condamnation via les réseaux sociaux et de visites aussi ministérielles. C'est indigne, je trouve, de la part d'un gouvernement de se moquer ainsi des Français, puisque on ne prend pas du tout le problème à bras-le-corps, et on l'a vu l'autre jour lors du débat Marine Le Pen, Gérald Darmanin. Il y a une négation du principe de réalité. C'est-à-dire que les mosquées Mihigorus, je prends cet exemple-là, puisqu'il nous concerne à Saint-Chamond, je vous rappelle que c'est une des branches de l'islamisme en France. Que font ces mosquées ouvertes, ces centres, ces associations cultuelles ouvertes en France? Alors qu'on ne nous fasse pas croire que on a contrôlé tant de mosquées, tant de salles de prière illégales, parce que ça, on sait bien que c'est un coup de com'. Et de l'autre côté, et en même temps, nous expliquer que non, le port du voile, c'est tout à fait normal. Et que ça n'a rien de politique, et que ça n'a rien de radical, vous voyez? Donc c'est une vaste supercherie. Dernière question rapide pour terminer. Il y a un phénomène en ce moment, quelqu'un qui monte dans les sondages. J'ai même lu que ça serait peut-être même un atout pour le président pour casser la dynamique de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature d'Éric Zemmour? Ah. Non, pas la mienne, hein. Pas la mienne. Mais écoutez, moi j'attends de le voir pour le croire. Je ne sais pas trop quoi en penser, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'intention de et qui finalement ne l'ont pas fait. Donc j'attends de voir, hein, mais ça serait effectivement, je trouve dommage si on pense la même chose sur de nombreux sujets, de se diviser. Mais c'est pas encore fait. Donc moi j'attends de voir. Très bien, écoutez Isabelle Surplis, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Gilles, merci à tous. On espère que ça se passera bien, parce que ça va être compliqué de mener campagne avec un tel climat et un tel environnement d'épidémie. Et puis, quand vous avez des infos, vous nous faites signe. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Comptez sur moi, à bientôt. Au revoir.